Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le vendredi 15 juillet et on va faire un point sur les marchés. Donc au sommaire, analyse technique du Bitcoin, du fondamental avec des datas de Glassnode, un point motivation sur pourquoi vous faites du trading. On parlera également des mouvements financiers au sein de la macroéconomie et je ferai un point sur les indices boursiers. Donc on démarre l'analyse technique avec les points que j'ai notés ici pour éviter de me disperser. Donc premier point important, le volume spot. Volume spot en weekly, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une reprise de l'intérêt sur cette zone de prix là. On voit l'augmentation du volume d'achat et de vente. Qu'est-ce que cela peut signifier? Cela peut signifier à la fois que dans un premier temps, on a effectivement eu un volume de capitulation, comme on en avait parlé précédemment. Ok. Et ensuite, actuellement, avec ces volumes d'achat croissants, ça peut signifier que les acheteurs se réveillent et défendent cette zone de prix. Ok. Donc ça, c'est intéressant. On a potentiellement une zone support. Donc c'est pour ça que voilà, je mets le petit avion qui atterrit avec un point d'interrogation. Et ça, en fait, ça pourrait être consolidé grâce à ce momentum, en fait, actuellement, cette trendline ici que j'ai mis en pointillé. Ce qu'il faudrait pour être sûr que nous sortions de cette tendance baissière, c'est que nous puissions rester dans ce micro-range et casser cette trendline baissière. Ok. À partir du moment où on cassera cette trendline qui potentiellement voilà, sera cassée à partir du mois de septembre, donc bizarrement on pourrait avoir un petit été très calme et souvent les institutionnels ne font pas forcément énormément de trading et il n'y a pas forcément d'intérêt sur le marché. On peut avoir voilà, il y a vraiment un petit range très ennuyeux et monotone. Donc ça pourrait vraiment ça pourrait fonctionner, avoir un range jusqu'à septembre et septembre potentiellement soit en fait un retracement pour aller un petit peu liquider les shorts, soit vraiment chercher ce bottom et voilà osciller toujours dans ces niveaux de prix là. Avec ça, on va regarder les indicateurs de force du marché. Donc le MACD, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'il est en train de créer une divergence haussière cachée, avec des creux de plus en plus haut sur l'indicateur et des creux de plus en plus bas sur le prix. Donc ça, c'est une divergence haussière cachée. Pour qu'elle soit validée, il faudra attendre qu'on crosse les zéros ici. Ok. Voilà, donc ça pourrait signer quoi? Ça pourrait signer justement ce support, c'est-à-dire fin de tendance baissière. Rappelez-vous, en tout cas si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le tuto des indicateurs, le MACD, j'aime bien l'utiliser quand on est en tendance. Effectivement, on est en tendance baissière actuellement. Et justement, le MACD, lui, va pouvoir nous signaler peut-être une fin de tendance en nous indiquant, bon ben c'est bon, on accroche les zéros et on pose un support. On rentrera dans une phase de range. On va pas forcément re-rentrer dans une phase haussière directement. On peut être justement confronté à une phase de range et ça c'est fort probable. Concernant le RSI, quant à lui, ce qu'on attend, c'est qu'on sorte de cette zone de survente. Ok. Donc celle-ci, cette indication, plus le cross des zéros MACD, plus la cassure du momentum vendor sur la trendline, pourra nous signer justement le support, le fameux support. Il pourra intervenir uniquement dans ces conditions-là. Ok. Concernant les news, on va parler un petit peu du CPI. Donc le CPI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'indice des prix à la consommation. Donc ça reflète le niveau de l'inflation pour les US. Ok. Et donc ça c'est très important de le regarder parce que selon le niveau de l'inflation, la Fed va agir en augmentant ou en réduisant les taux directeurs. Ok. Donc là, on avait un prévisionnel mercredi à 8,8%, ce qui est énorme. Et on a eu du coup la news qui est tombée, on est à 9,1%. Donc ça, c'est pas bullish du tout. Pas bullish. Ça va occasionner quoi? Ça veut dire que la Fed va continuer d'augmenter les taux directeurs et donc moins de liquidité sur les marchés et donc pression vendeuse sur le risk on. Donc là, on va continuer un petit peu la purge au niveau des actions et donc du coup par effet rebond sur les crypto-monnaies. Et concernant le sentiment du marché, on va faire un petit tour sur le Crypto Fear and Greed Index. On est actuellement toujours dans l'extrême peur et on l'est depuis très longtemps. Donc ça c'est toujours plutôt bon signe pour poser un support. Donc voilà, rien à dire de plus. On était à des niveaux d'extrême peur jamais atteints à 7 donc le mois dernier. Et là on est sur d'extrême peur à un niveau, un indice de 15. Deuxième élément pour nous parler un petit peu du sentiment du marché, côté contrat dérivé, on va regarder un petit peu le ratio short-long. Il est actuellement
tranquillement, petit à petit, en train de devenir bearish, donc en train de croiser de plus en plus et de plus en plus longtemps, avoir un ratio qui s'approche justement de la parité, voire d'être légèrement supérieur au ratio long. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. Il y a de l'oscillation, il y a de la nervosité sur le changement de position, donc ça induit justement toujours encore un peu d'espoir sur le marché, mais grossièrement, on commence à switcher vers du bearish. On voit que la trendline est en direction justement d'une augmentation du ratio short. On va parler un petit peu mindset et je vais vous faire poser une question qui est essentielle, qui paraît un petit peu simpliste, mais vous allez voir en fait qu'on va pouvoir trouver la vraie réponse, pas la réponse consciente, mais la réponse inconsciente à pourquoi je fais du trading ou de l'investissement. Et pour ça, il y a une règle qui est utilisée justement dans le développement personnel, c'est la règle des 7 pourquoi. Donc je vais illustrer un petit peu ça. J'ai fait un exemple, donc ce n'est pas mes vraies réponses à moi, mais en tout cas c'est pour vous montrer un petit peu le cheminement et vous pourrez le faire de votre côté et je suis persuadé que ça va vous motiver à continuer le trading ou l'investissement. Donc en fait c'est très simple, on commence par le premier pourquoi, donc c'est pourquoi je fais du trading et ma première réponse en gris, donc parce que je veux gagner de l'argent tout bêtement. Ensuite vous continuez sur le pourquoi, donc deuxième pourquoi, parce que je veux être libre financièrement. Troisième pourquoi, pour être libre de faire ce que je veux et faire plaisir à mes proches. Oui, mais pourquoi? Quatrième pourquoi? Parce que je veux protéger ma famille. Là, on commence à rentrer un petit peu dans le dur, vous voyez, au bout du quatrième pourquoi. Cinquième pourquoi? Parce que mes parents m'ont inculqué cette valeur. Là, on en vient sur quelque chose qui est assez aussi intéressant on va dire, à conscientiser, donc les valeurs. Ok. Sixième pourquoi? Mais parce que cela me rappelle les moments difficiles quand j'étais enfant. En gros, mes parents étaient pauvres et du coup, je sais que le rapport à l'argent était compliqué. Sixième pourquoi. Attention, on commence à rentrer dans le fond. Et le dernier, mais pourquoi? Parce que mes parents étaient contraints par le salariat et je ne veux pas subir ce qu'ils ont subi. Et là, on rentre en quoi? On rentre dans la frustration. On a tapé dans le cerveau limbique et on est dans l'émotionnel. Et c'est ça en fait, l'essence même, la frustration. En fait, c'est une forme de colère. Et si la colère est bien dirigée, c'est une énergie très très puissante pour œuvrer et pour aller dans la transformation. Et elle va vous permettre quoi? Elle va vous permettre de vous transformer et d'arriver à votre but, à vos fins. Donc voilà un petit peu la règle des 7 pourquoi. Je vous conseille de l'utiliser et de l'appliquer pour vraiment connaître l'essence même de pourquoi vous êtes mis à faire du trading ou de l'investissement. Concernant les datas de Glassnode sur le fondamental, je voulais faire un petit point sur le Net Realized Profit and Loss. Et on voit ici en bas à gauche qu'on est toujours dans de la vente à perte massive. Donc on a atteint un pic il y a quelques semaines et actuellement on est toujours sur de la vente, donc plus de profit réalisé. Donc ça c'est intéressant à regarder sur le fondamental. On est en train justement de continuer cette capitulation. Ensuite, deuxième graphique sur le BTC Net Unrealized Profit and Loss. J'en avais parlé aussi sur une des dernières vidéos où on peut signer que lorsque nous sommes en bottom de marché, le gradient de couleur ici est en rouge. Et effectivement, actuellement, nous sommes rentrés dans ce gradient rouge qui signe justement la zone de bottom. Ok. Donc voilà un petit peu pour les data Glassnode sur le fondamental BTC. Je voulais faire un petit topo sur les mouvements financiers et la hiérarchie un petit peu financière. Donc voilà, avec toute humilité, c'est pas complet, mais c'est pour essayer d'illustrer un petit peu les mouvements de capitaux, qui impacte qui, quelles sont les influences de chacun. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Vous me direz si du coup vous y comprenez un peu quelque chose ou si ça rend encore la compréhension plus compliquée que ce qu'elle était avant. Donc pour commencer, ici, donc j'ai mis un petit peu les interactions entre les différentes entités. Donc on a les banques centrales, donc Fed, BCE, le pouvoir politique, les banques commerciales, les grands groupes, tout ce qui est coté en bourse, les lobbying, etc. Les consommateurs et les PME, les TPE, donc tout ce qui est, on va dire, petite entreprise. Et en fait, on peut s'apercevoir que les banques centrales sont en lien avec le pouvoir politique et les banques commerciales, et qu'en fait les consommateurs et les TPE, PME ne sont pas du tout en lien avec le pouvoir politique. Ça c'est ce qu'on peut noter, et c'est une réalité. C'est-à-dire que si on avait, on va pas faire de la politique, hein, mais si on avait justement le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, etc., si on avait le pouvoir par le vote, on aurait une influence avec le pouvoir politique. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ceux qui sont justement en lien avec la politique, c'est qui? C'est les banques centrales, les banques commerciales et les grands groupes. Point final. Donc ça, c'est pour illustrer justement cette dichotomie avec, enfin, entre le peuple
et le pouvoir politique et les banques centrales. Donc entre voilà, la richesse, le pouvoir politique et on va dire les citoyens, le peuple. Ensuite, deuxième graphique, je voulais vous montrer un petit peu la partie pyramidale. Donc avec tout en haut de la pyramide, on pourrait illustrer ça avec la banque centrale, enfin les banques centrales, Fed, BCE, etc. Donc elles, en fait, elles impactent toute la pyramide. Elles font l'impression, la destruction monétaire. Donc tout ce qu'elles font va avoir un impact sur le pouvoir politique, les banques commerciales, les grands groupes, les TPE, PME et le peuple. Et en fait, c'est comme une espèce de fontaine où l'eau coule et se déverse. Donc on part d'en haut et puis on descend jusqu'en bas. Est-ce qu'il reste de l'eau arrivée au peuple? Ça, c'est un petit peu la question. Donc le pouvoir politique, lui, il n'est plus en lien avec le peuple, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est très critique. On arrive justement à des fins de cycle, à des périodes de déclin, quand le pouvoir politique n'est plus en lien avec le peuple. Donc là, il faut se poser un petit peu la question. Est-ce qu'on est dans une démocratie, etc. Ensuite, les banques centrales, elles margent sur les taux directeurs et elles jouent avec votre argent. Ça, il faut le savoir. C'est hyper important de le savoir. Les marchés financiers, c'est un petit peu la cour de récréation des banques commerciales également. Ensuite, on a les grands groupes qui sont cotés en bourse, tous les lobbies. En fait, ils profitent des marchés financiers. Et en fait, on a des sociétés qui sont, on va dire, entre guillemets, vertueuses et qui ne sont pas là pour avoir de l'argent sale. Mais en tout cas, le fait est que rentrer sur les marchés financiers et créer des contrats synthétiques, etc., pour faire des pump and dump, c'est pas très vertueux. Et là, on a eu l'occasion de voir à plusieurs reprises certains lobbies, certains groupes profiter de ce genre de manipulation. Ensuite, tout en bas, quasiment, on a les PME et les TPE. Pour moi, seuls créateurs de richesse. Donc c'est l'économie réelle. Ok. Et puis on a tout en bas de l'échelle le peuple, la vraie création de richesse qui s'est réduite à la consommation. Donc la consommation raisonnée, je ne sais pas. Pour moi, la consommation raisonnée, c'est le pouvoir du peuple. C'est de décider ce que l'on consomme, comme nous devons le consommer, etc. Donc voilà un petit peu pour vous faire réfléchir sur la partie du peuple de la consommation. Vous avez un pouvoir en fait que vous ne soupçonnez pas, mais qui est énorme et qui pourrait justement impacter le haut de la pyramide si justement on reprenait du pouvoir et justement de la conscience dans ce que nous faisons. Donc voilà, à méditer. Et puis le dernier graphique sur, on va dire, les mouvements. Donc là, c'est un petit peu plus sur le Tao. Justement, ça reprend un peu les 5 éléments, là, sauf qu'il y en a 6. J'ai mis en premier les banques centrales, qui pour moi insufflent du coup des directions. En deuxième, le pouvoir politique qui organise un petit peu ce que doivent faire justement les États. Et du coup, les banques commerciales, elles les appliquent. Elles appliquent leurs taux, elles disent à qui elles peuvent prêter, à qui elles prêtent et combien elles prêtent. Ensuite, les grands groupes et les lobbies en profitent, effectivement. Et puis les TPE et PME subissent ces restrictions, en tout cas ces augmentations, ces diminutions de taux. Et puis en bas de l'échelle, les derniers, les consommateurs qui enrichissent finalement l'élite. Parce qu'au final, c'est qu'une boucle infernale et elle peut être vertueuse ou vicieuse. Et c'est comment justement on reprend un petit peu le pouvoir sur notre consommation qu'on pourrait retrouver un cercle vertueux de la consommation et de la richesse. Parce que l'argent en fait n'est pas sale, c'est juste un outil et ce que l'on en fait devient, on va dire entre guillemets, propre ou sale. Donc voilà un petit peu pour la partie des mouvements financiers et de la hiérarchie. J'en profite avant d'oublier de vous montrer ce graphique de l'euro-dollar. Et on est passé hier techniquement sous la parité du euro face au dollar. Donc ça veut dire qu'on a encore des signes justement d'appauvrissement, de perte de richesse, de perte de pouvoir d'achat. Donc on attend que la Banque Centrale Européenne fasse son boulot comme le fait la Fed, même si c'est des actions, on va dire, difficiles, elles sont nécessaires justement pour retrouver un niveau de pouvoir d'achat satisfaisant pour le peuple. Donc voilà, attention à l'euro, il vaut mieux détenir du dollar que de l'euro actuellement. Allez, on attaque les indices boursiers avec le S&P 500. Et qu'est-ce que nous constatons sur le S&P? Que nous tenons toujours le premier arrêt de Fibonacci ici, qui fait support pour l'instant, même si nous avons une forte correction qui peut être considérée comme saine lors justement des excès d'impression monétaire. Pour l'instant, le premier arrêt tient et c'est considéré uniquement comme une purge saine du marché. Concernant le gold, on avait ces dernières semaines une reprise haussière qui pouvait nous faire penser qu'on pourrait revenir dans des hauts
de canal, on va dire. Sauf que on a eu vraiment une belle cascade de liquidation et nous sommes sur un support potentiel. Donc la question c'est, sous l'hypothèse que pour moi le gold est sous-coté en ce moment, étant donné qu'on a des risques on qui sont en train de s'affaiblir, normalement le job du gold c'est de performer lorsque les actions se cassent la gueule. Donc ce qui est curieux, c'est que ici nous assistons vraiment à de la manipulation de marché avec ces conflits géopolitiques où on voit que les Indiens, les Russes et les Chinois veulent utiliser de l'or pour faire des transactions justement sur le pétrole et sur leurs matières premières. Donc c'est assez risqué, je vous avoue, mais potentiellement on pourrait se dire, ben voilà, on est en bas de range et on tente un long. Alors le long, je le ferai peut-être pas jusqu'au haut de range, mais j'irai chercher pardon, au moins les 61,8 de Fibonacci pour se dire que c'est un retracement assez cohérent. Et on aurait voilà, un risk-reward de 4,92 à peu près, donc voilà, entre 4 et 5 selon comment on dispose de son stop plus ou moins agressivement. Mais pourquoi pas, ça peut se tenter. Concernant le pétrole, je fais une petite update parce que c'est assez intéressant. On s'en était éloigné ces dernières semaines et on le retrouve maintenant. Ce fameux dôme fait toujours son effet. On est toujours en train de retaper tôt ou tard après cet excès de volatilité sur le dôme, sur la construction en fait, sur la projection de Fibonacci que j'ai faite avec les niveaux d'extension. Et c'est assez intéressant de s'apercevoir que voilà, ça fonctionne toujours. Pour la suite, c'est toujours assez compliqué de se projeter, mais en tout cas, on peut s'apercevoir que dans toute cette euphorie, il y a un support ici qui essaie de marquer voilà, son niveau ici. Pour le trader optimiste, on peut effectivement se dire, comme pour le gold, voilà, sous les mèches, arriver à faire un trade sur des extensions de Fibo à 61,8 ou 50% à peu près. Voilà, donc là on a un ratio 4 pour 1. Et puis par contre pour les pessimistes, est-ce que justement le DOM va pas continuer à faire son effet pour retrouver des supports historiques à 61 $? À voir. Et le dernier, toujours le gagnant, le dollar index qui est toujours en train de performer par rapport aux autres. Donc la valeur refuge par excellence, le dollar index qui a pété l'ancienne résistance historique que j'arrive même pas à voir en daily, il faudrait se mettre en weekly. Voilà, ici on est venu, on a tapé, et là on est en train de transpercer l'ancienne résistance. Donc performance du dollar index, valeur refuge par excellence. Alors on est actuellement sur une parabole. Donc ce qui est intéressant, c'est que les paraboles, de toute façon, elles ne montent pas jusqu'au ciel, elles s'arrêtent tôt ou tard. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les indicateurs. Et quand on verra une divergence sur les indicateurs, on pourra potentiellement signer un top justement de marché sur le dollar index. Pour l'instant, concrètement, on a toujours un RSI qui est acheteur, on a toujours un momentum sur le MACD. Alors le MACD, ici, une petite divergence, ça c'est intéressant. Et effectivement, comme je le dis souvent, sur les tendances, j'aime bien utiliser le MACD parce qu'il indique une force un peu plus pertinente sur les mouvements tendanciels haussiers ou baissiers. Et c'est vrai que pour l'instant, il essaye en tout cas, enfin, il y a une tentative de divergence qui sera validée quand nous aurons cross à minima ce niveau-là. Il faudrait que le MACD revienne ici. Et là, potentiellement, on aurait un M qui se dessinerait et une divergence validée qui ferait peut-être un top au niveau du dollar index. Donc à vérifier sur les prochains jours, prochaines semaines, si la divergence se valide. En tout cas, le dollar index performe toujours. Et c'est la fin de cette vidéo de ce point marché. J'espère que cela vous aura plu. Je vais éditer également 2 autres vidéos à venir sur le tuto moyenne mobile et le tuto sur les volumes. Donc elles arrivent très prochainement. J'ai un peu plus de temps en ce moment, donc elles devraient être mises en ligne dans les prochains jours. Donc voilà, restez vigilants, mettez la petite notification pour recevoir l'alerte de la publication de la vidéo. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre point marché. Ciao, ciao.